Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette édition spéciale de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ce soir, notre invité exceptionnel, c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui a choisi nos deux antennes pour nous présenter son nouveau livre Promenade aux éditions Hercher. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir accepté l'invitation de CNews et d'Europe 1. Nous allons passer une heure ensemble pour évoquer ce livre qui est au confluent de tous les sujets, de tous les débats qui animent notre société aujourd'hui en 2021. Pourquoi ? Parce que la culture est l'un des pivots de notre civilisation. On va avoir l'occasion de l'évoquer avec vous puisque l'actualité est riche et dense. Vous nous direz pourquoi la culture est l'une des réponses à la crise profonde que nous traversons, une crise d'identité, peut-être de civilisation. Comment elle peut être un facteur d'intégration pour les jeunes générations ? Comment transmettre nos valeurs, celles qui nous permettent de faire une nation. Pourquoi on a tort aussi, vous allez nous le dire, d'assimiler la culture au divertissement, au loisir, parce que c'est parfois un effort et une ascèse, vous nous l'expliquerez. Et puis comment concilier ça avec l'avènement de la culture numérique, le prêt-à-penser idéologique qui se déverse sur nos enfants, la haine, la violence qui se répandent sur les réseaux sociaux. Voilà les thèmes que nous allons aborder ce soir. Mais avant d'entamer ce débat de fond, une toute première question. Pourquoi ce besoin impérieux de faire ce livre pour parler de culture? Est-ce que vous êtes à contre-courant? Est-ce que c'est parce que vous êtes complètement retiré de la vie politique? Oui, je suis retiré de la vie politique partisane. Mais l'avenir de notre société, l'avenir du pays, le fait que nous sommes les héritiers d'une civilisation extraordinaire et qu'on ne s'aime plus. On est peut-être la première génération qui aurait pris la décision de ne rien retenir de ce que nos parents, nos grands-parents, nos aïeux nous ont transmis. J'avais envie de dire, il faut qu'on se réconcilie avec le beau, avec le grand, avec l'art, avec cette civilisation qui est la nôtre. Si on ne la défend pas, si on ne fait pas rempart, cette civilisation qui a été responsable de chefs-d'œuvre comme nulle part ailleurs dans le monde, va disparaître. Parce que la question de la pérennité de notre civilisation est posée. Et la réponse à cette disparition, c'est l'amour pour la culture, et c'est la culture, l'art, la création, le beau, j'allais dire le sacré, au centre de toute chose. Mais alors si vous décidez de parler de culture, c'est parce qu'elle est singulièrement absente de tous les discours que l'on peut entendre à quelques mois de la présidentielle. Et c'est même pire. Non seulement on n'en parle pas, mais quand on en parle, c'est pour haïr les grands principes de la civilisation qui est la nôtre. Nous sommes sommés de nous déblanchir, de nous désexternaliser, de nous démasculiniser en tout cas pour nous, et de réécrire notre histoire. Vous savez, Orwell a fait un bouquin extraordinaire, 1984, où c'est l'histoire d'un parti unique, et le parti unique, pour imposer la dictature, réécrit l'histoire. Eh bien, la réécriture de l'histoire, systématique avec les critères d'aujourd'hui, ce n'est rien d'autre qu'une marche vers une forme de dictature. Voilà qui pose le débat. Nicolas Sarkozy est notre invité ce soir pour son livre Promenade. Invité exceptionnel, c'est donc Nicolas Sarkozy qui publie un livre qui s'appelle Promenade. Un livre dans lequel, Nicolas Sarkozy, vous évoquez votre passion pour la culture française, bien sûr, les œuvres qui ont jalonné votre parcours d'autodidacte, puisque vous avez vu pour la toute première fois un tableau de grand maître sur un timbre-poste, c'est bien ça? Que collectionnait votre grand-père? Tout à fait. Moi, je suis arrivé à la culture, je n'ai pas fait les grandes écoles. J'étais pas dans une famille, on nous amenait au musée, on allait voir des expositions. J'ai découvert la culture par les timbres. Mon grand-père m'amenait au Carré Marigny. Le dimanche, on y allait. Je l'entendais avoir des discussions passionnées avec ce monde bigarré et extrêmement divers, des marchands de timbres, professionnels ou personnels. Des petites vignettes, 0,65 centimes à l'époque. Et dans le courant des années 60, la Poste a eu l'excellente idée de mettre sur les timbres des tableaux extraordinaires. Et je me souviens, encore aujourd'hui, du choc qui a été le mien lorsque j'ai vu le tableau Les joueurs de cartes ou le combat de Jacob et de l'Ange. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible que des gens aient ce génie? D'où ça vient? Et je suis arrivé à la peinture par les timbres. Et à l'art aussi. Est-ce que la question qu'on se posait tout à l'heure, la culture est une réponse à la crise de civilisation que nous vivons? Est-ce que d'abord, vous pensez que nous sommes au cœur d'une crise de civilisation, qu'une civilisation, la nôtre, est en train de mourir et qu'elle sera remplacée par une autre? Mais comment peut-on contester ça? Si vous vous asseyez au bord de la Lune, le 19e siècle, ça a été le siècle des grandes nations européennes. C'est elles qui faisaient le monde. Le 20e, à grands traits, c'était le siècle des États-Unis d'Amérique qui ont gagné 2 guerres mondiales.
Et le 21e siècle, c'est le siècle de l'Asie. Sur 7,5 milliards d'habitants, il y en a 4 en Asie. Et ce qu'on appelle l'Occident, avec les États-Unis, c'est un peu moins de 800 millions. Et ce qu'on appelle l'Europe, c'est un peu moins de 500 millions. Et non seulement on devient minoritaire démographiquement parlant, mais en plus, un mouvement extravagant de retour en arrière voudrait nous faire détester notre passé. C'est pas possible. Et si nous ne défendons pas notre civilisation et nos valeurs, qui le fera ? Cette civilisation qui nous menace, c'est donc pour vous la civilisation asiatique et non pas la civilisation issue de l'islam. On entend beaucoup ça dans la bouche de certains candidats aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, encore une fois, un problème à ce niveau-là ? Je ne dis pas que c'est les Chinois qui nous menacent. Moi, je ne suis pas comme ça. Si j'étais Chinois, sans doute que je serais très fier de ma culture. Ce qui nous menace, c'est qu'on ne croit plus en rien. Vous avez parlé de ces fous, de ces déséquilibrés, qui, au nom d'une idéologie prétendument religieuse, se comportent comme des barbares. Pourquoi ils rentrent dans nos sociétés ? Vous parlez des islamistes ? Exactement. Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents ou combattants, c'est parce qu'on ne croit plus en rien. Jean-Marie Roire a écrit un livre récemment, Le pays des hommes sans Dieu, où il explique très bien que quand on ne croit plus en rien, ce qui est un peu notre cas, Malraux disait dans Les chaînes qu'on abat, une société qui ne croit plus au sacré ne croit plus en rien. On ne croit même plus au beau. Au prétexte que c'est subjectif, on n'y croit plus. Et donc, comme on ne croit plus en rien, n'importe quoi prend position. Et c'est cela qui compte. Lorsqu'un petit enfant du Mali, de Caille, devient français, on lui dit « Ah, tu sais, tu rentres, tu vas avoir l'école gratuite, la santé gratuite. » Mais à aucun moment on le prend par la main, on l'amène au Louvre, en lui disant devant la Vénus de Milo, devant la Victoire de Samothrace, ou à Saint-Pierre, devant la Pietà, en devenant français, en devenant membre de la communauté européenne. Tu deviens l'héritier de cette culture qui a produit ces chefs-d'œuvre. Tu dois les défendre. Une nation, c'est un ensemble de personnes qui vibrent à la même musique, qui lisent les mêmes livres, qui regardent les mêmes films. C'est aussi matériel que matériel. C'est pas simplement des frontières. Comment on peut faire nation quand on n'a pas les mêmes valeurs littéraires, quand on n'a pas les valeurs musicales, picturales, même les programmes télé sont désormais importés directement de certains pays avec les antennes paraboliques. Il n'y a plus aucun patrimoine commun aujourd'hui. Est-ce que l'éducation nationale devrait faire plus pour éduquer les enfants à l'art et à la culture de notre nation ? C'est un très vaste débat. Mais nous-mêmes, mais je vois des choses effrayantes pour moi. On me dit, Gauguin s'est mal comporté dans sa vie privée. Et de fait, vous savez, Gauguin n'avait aucun succès en métropole. Il est donc parti en Polynésie. Il a essayé de vendre ses tableaux à la bourgeoisie de Papeete. Ça n'a pas marché. Il est parti dans les îles. C'est l'époque où il a fait les plus grands chefs-d'œuvre. Une famille lui a offert, à l'époque, une gamine de 13 ans qu'il a mis enceinte. Très mal. Mais au nom de ce comportement, on voudrait expliquer qu'il faudrait priver tous les admirateurs de ces chefs-d'œuvre de la vision de ces chefs-d'œuvre. Et Gauguin nous aide à être français ? C'est ce que vous nous dites ? Mais Gauguin, Picasso, Balzac, c'est le produit d'une civilisation porteur de valeurs qui vont bien au-delà de la seule laïcité. La laïcité, c'est très important. Je suis pour la séparation de l'Église et de l'État. Alors, qui pense que l'Église voudrait gouverner l'État ? Mais ça nos valeurs ne sont pas réductibles à la laïcité. L'égalité de l'homme et de la femme, la liberté de création. Ces génies comme Balzac, comme Dumas, comme Jules Verne et tant d'autres, nous devons les chérir, nous devons les vénérer, nous devons les porter. Sciences Po, qui forme nos élites, extraordinaire. Au campus de Sciences Po Paris, à Reims, certes tourné vers les États-Unis d'Amérique, même les cours d'histoire sont en anglais. Si nous, on ne parle plus le français, si on ne défend plus notre culture, si on ne croit plus dans nos peintres, dans nos écrivains, dans nos musiciens, alors il n'y a plus rien. Voilà. Parce que l'art et le sacré, ça va ensemble. Et c'est ce qui a produit cette civilisation judéo-chrétienne, à laquelle, comme tant d'autres, je suis tellement attaché. Alors, est-ce que nous avons, la France, encore les moyens d'intégrer ceux qui arrivent dans notre pays ? C'est-à-dire pas seulement leur donner un titre de séjour,
une place en HLM, mais aussi de les faire adhérer à ce patrimoine culturel commun. Comment faire, encore une fois, pour amener des enfants, pour qui c'est très facile d'ouvrir un téléphone portable ou une série sur une chaîne, plutôt que d'aller lire un livre ou aller à l'exposition. Mais ça va bien pire que cela. Non seulement on ne veut plus transmettre ce patrimoine, quelle prétention cette génération, qui considère qu'elle n'a donc rien à apprendre de ce qui s'est passé avant. Quel est le début, le commencement et la fin? Mais il y a des gens, la France est le produit de générations séculaires. Non seulement on ne transmet plus ce patrimoine, mais on voudrait le détester. Quand il y a eu la célébration de Napoléon, débat énorme. Napoléon a fait des erreurs. Oui, c'est un être humain. Quelle est la caractéristique d'un être humain, Laurence Ferrari? C'est de faire des erreurs. Mais Napoléon, Bonaparte, ce petit Français d'Ajaccio, qui fait cette carrière extraordinaire, qui vit ce destin fantastique, il ne fallait pas le célébrer, parce qu'il a fait des erreurs. Il faut déboulonner Colbert, il faut déboulonner De Gaulle, il ne faut plus parler de Gauguin. Picasso n'est pas sympathique, donc sortons-le. On est chez les fous. Nous sommes la France. La France, c'est une culture, c'est une pensée. Le long cortège de cathédrales, d'églises qui ont fait la France montre quelles sont nos racines. Mais si nous, on n'y croit plus, c'est même plus une question d'éducation nationale. On doit apprendre aux nouveaux Français, comme aux anciens Français, à chérir ce passé, à connaître notre histoire, à l'aimer. Il y a des pages sombres dans notre histoire, ça c'est vrai, et on pourrait en parler. Mais il faut aimer son pays, aimer la culture de son pays, aimer sa langue. Et moi, je suis arrivé au beau, à l'art, comme ça, comme un autodidacte. Et peut-être que parce que je ne l'ai pas reçu par mon éducation, j'y suis beaucoup plus attaché. Évidemment, pour parler de votre parcours, comme vous disiez, de Français de s'en mêler avec un père né en Hongrie, cette culture-là, vous l'avez acquise vous-même. Ce n'est pas l'éducation, encore une fois, qui vous l'a transmise? Non, je l'ai acquis par moi-même, avec passion, parce que j'ai toujours été fasciné par l'inspiration et par le génie. Vous savez, peut-être la sculpture que j'aime le plus au monde, c'est la Pietà. Droite quand on rentre dans Saint-Pierre. Je ne suis pas pratiquant, même si je me sens de culture chrétienne. Et si je pense que les racines de notre société sont judéo-chrétiennes. Et quand je suis devant la Pietà, je me surprends à chaque fois à parler à voix basse. C'est du marbre. Elle porte le Christ dans ses bras. Je connais rien de plus beau pour moi. Il y a une dimension sacrée. Et ça interroge l'homme sur quelque chose d'important. Le sens de la vie. Rien ne vaut que le beau, disait Oscar Wilde. C'est pas rien. D'où ça vient, ça? Vous savez, le seul domaine de la vie où le progrès n'existe pas, c'est l'art. Pourquoi? Parce que l'art, c'est parfait. Et on fait jamais mieux que parfait. Il y a 40 000 ans, dans la grotte de Chauvet, ils peignent. On peut pas dire qu'on peint mieux aujourd'hui. Hein? Quand Mozart fait la marche turque et qu'il a quelques années, on peut pas dire qu'on joue mieux la musique. Il n'y a pas de progrès quand c'est parfait. Et peut-être que la dimension mystique de l'homme, la dimension sacrée de l'homme, elle vient dans son rapport à l'art et à la culture. Les termites font des cathédrales pour vivre. Les oiseaux font des nids extraordinaires de complexité. Mais la seule espèce du vivant qui a ce rapport théorique, je veux dire symbolique, gratuit à l'art, c'est nous. Il y a quelque chose de sacré. Et donc la culture est la réponse à la crise de la civilisation. Et notre civilisation judéo-chrétienne, est-ce qu'elle est menacée aujourd'hui? Par qui et par quoi? Elle est menacée d'abord par le fait que pour la première fois depuis bien longtemps, on devient minoritaire démographiquement. On ne peut pas voir ça. C'est la démographie qui fait l'histoire. C'est pas l'histoire qui fait la démographie. Et c'est pas une anecdote que les 2 pays qui dépassent le milliard d'habitants sur la planète sont asiatiques. Tant mieux pour eux. Sans doute, est-ce leur tour? Mais nous ne voulons pas être rayés de la carte. Défendre sa culture, aimer ses racines, porter son identité, c'est pas être agressif contre les autres. Au contraire, on m'a fait le procès à l'époque du débat sur l'identité de cela. Si vous n'avez pas d'identité, Laurence Ferrari, mais qu'est-ce que vous avez à partager? Le vide. Le vide. C'est parce qu'on a une identité, c'est parce qu'on aime son pays,
c'est parce qu'on se reconnaît dans sa culture qu'on est universaliste. Parce qu'on apporte sa culture et on est prêt à partager avec les autres. Et aujourd'hui, on a honte de notre identité française? Ah ben aujourd'hui, il y a une pensée unique, ce qu'ils appellent la pensée woke, qui voudrait nous sommer d'expier les fautes de nos aïeux. Dans un raisonnement absurde, le livre de Bloch-Côté, La Révolution racialiste, est remarquable. C'est-à-dire le simple fait d'être un homme, d'être blanc, d'être européen, d'être français, vous êtes collé au mur, vous êtes coupable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Parce que justement, qu'est-ce que c'est l'humanité? Qu'est-ce que c'est d'être frère en humanité? Que tu sois noir, jaune, blanc, que tu sois de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, il y a une égalité. Mais l'égalité, ça ne veut pas dire l'uniformité. Et l'uniformité, c'est le pire. Moi, je crois en la différence. Je crois en l'identité. Je crois moins en l'égalité, qui est bien souvent un mensonge. Et est-ce que les Français sont dupes de cela, de cette minorité qui veut nous faire renier notre histoire, veut nous faire gommer certains aspects sombres? Alors ça, c'est quelque chose qui me rend optimiste. Quand il y a une exposition, comme la remarquable exposition organisée par Bernard Arnault, la fondation LVMH, là, au jardin d'acclimatation, dans le bâtiment de Franck Guéry, quand je vois ces queues immenses, ça me réjouit. Je me dis, c'est pas fichu. Mais le débat public est monopolisé par une pensée mortifère qui est le contraire des valeurs de notre civilisation, qui voudrait nous faire détester notre pays et notre histoire, alors qu'il faut l'aimer. Et j'ai voulu écrire Promenade, justement, parce que comme je n'ai aucun intérêt partisan, c'est totalement déconnecté de l'actualité, parce que pour moi, c'est beaucoup plus important. Vous savez, un jour, je visitais en Israël, et je sortais de chez le Premier ministre. Et je racontais à des journalistes, et puis à quelqu'un, « Oh, je sors de chez le Premier ministre. » Et puis un Israélien qui était là dit, « Ah ouais, regardez cette porte. » Et c'était le bureau d'immigration. Il m'a dit, « Ici, on travaille pour le livre. Vous avez rencontré celui qui travaille pour le journal. » C'est ça, la culture. On va revenir dans un instant avec vous, Nicolas Sarkozy, pour ce livre Promenade. On va évoquer les liens entre la culture et l'histoire. Comment, encore une fois, enseigner l'histoire à nos enfants pour qu'ils puissent s'approprier ce patrimoine culturel commun. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité exceptionnel Nicolas Sarkozy pour ce livre Promenade aux éditions Hercher. Vous montrez, vous racontez ce parcours de vie jalonné par des œuvres d'art. Vous parlez aussi beaucoup d'histoire avec évidemment ce patrimoine culturel commun qu'on doit enseigner à nos enfants. Aron disait l'histoire est tragique. Est-ce qu'en méconnaissant notre histoire, on ne s'expose pas à sa violence dans les prochaines années? On disparaît. C'est-à-dire que quand on ne sait pas d'où on vient, comment on peut même se poser la question de savoir où il faut aller. Et puis je trouve qu'il y a une prétention. Cette histoire du monde nouveau. Alors, je sais bien que Zweig a écrit un magnifique essai qui s'appelle Le monde d'hier. Hein, très beau d'ailleurs. Très nostalgique. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que la génération d'aujourd'hui ressemble à la génération d'hier. Et que la génération de demain, elle aura la même peur de la maladie, le besoin de sécurité, le besoin de voyager. Mais cette idée de dire que le monde commence avec cette génération, avec nous, est tellement stupide. Au moment du... Elle a été évoquée par le président Macron notamment. Non, ça, je ne veux pas me dire ça, mais au moment de la Covid, on a dit rien ne sera plus comme avant. La nature s'est vengée. Mais est-ce que les gens qui disent ça pensent? Quand il y a eu l'abominable attentat sur les Twins à New York, on disait « Oh, on voyagera plus ». 3 mois après, les avions étaient pleins. Maintenant, je vois des gens qui disent « Non, non, il ne faut plus apprendre à nos enfants, apprendre à vouloir voyager et à prendre l'avion. Tout ce qui est bien, c'est ce qui est à côté de chez toi. » Comme si on était tous, que l'ennemi, c'était à l'extérieur. Ça n'a plus aucun sens. Et donc, en écrivant Promenade, je vais vous le dire, regardez ce chemin que notre civilisation a fait pour tutoyer le beau, et on ne peut pas passer à côté de ça. C'est trop important. On a reçu dans nos mains un miracle, on a reçu un héritage qui est beaucoup plus grand que nous. On ne peut pas l'abandonner.
Est-ce que le désamour qu'il y a aujourd'hui entre les Français et leur classe politique vient aussi parfois du manque de culture de ce même personnel politique? Toute nation a le gouvernement. Quel mérite, disait Joseph de Maistre. Est-ce qu'il y a un problème, au fond, de culture? Bon, j'ai fait de la politique pendant si longtemps. Chaque fois, on disait qu'il y avait un désamour. Quand j'ai été élu, je me rappelle, on a eu plus de 80% de participation. Alors, c'était peut-être un désamour, c'était un désamour avec beaucoup de monde. Moi, j'ai de l'admiration pour les gens qui font de la politique, y compris ceux qui n'ont pas mes idées. Parce que c'est courageux de s'exposer. Il y en a tellement qui ne s'exposent pas. Bon, sur vos chaînes, je ne critique pas, mais les spécialistes de tout, qui testent la chaleur de l'eau, qui viennent dire leur vérité et qui ne se mettent jamais en danger. Politique, ils se mettent en danger. Je pense d'ailleurs aussi aux syndicalistes. Moi, je respecte les gens qui s'engagent et je me suis tellement engagé dans ma vie. Non, je ne pense pas que le désamour soit contre les personnes. Je pense que la pression d'une pensée unique est telle qu'il a fini par vider le débat de ce qui était vraiment fondamental et essentiel. Et quand il n'y a plus rien à débattre, ça laisse de la place à tous ceux dont l'excès sert d'argumentation. Est-ce que vous pensez à Éric Zemmour en disant cela? Non, mais pour moi... Qui s'appuie beaucoup sur l'histoire, sur le patrimoine culturel français. Mais pour moi, il n'est pas la cause du vide. Il est le symptôme. Il est le symptôme. Si les responsables politiques apportent vraiment sur la table du débat des idées fortes sur des sujets qu'on ne peut plus éviter. Prenez l'affaire de l'immigration. Je vais vous dire une chose que je pense profondément. La crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Puisque l'Afrique va passer d'1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards. Si, dès que quelqu'un pose ça sur la table, on parle, il est catalogué d'extrémistes de droite, de fascistes, que je sais encore, circuler, il n'y a rien à voir. C'est atterrant. C'est parce qu'on affronte les problèmes. C'est parce qu'on en parle. C'est parce qu'on en discute. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs, sans doute dans ma vie. Mais quand je parlais de sécurité, quand j'allais en banlieue, et je parlais de la racaille, je parlais aux gens qui étaient là-bas. Et le vide permet aux excès et aux extrêmes de prendre toute la place. Et donc, il ne faut pas s'attaquer aux excès et aux extrêmes. Il faut s'attaquer pour redonner du contenu à ceux qui ne sont ni dans l'excès ni dans les extrêmes. Votre famille politique, la droite, n'est-elle pas en pleine crise d'identité, tiraillée entre un penchant qui va très à droite, un centre, avec personne qui n'arrive à faire le trait d'union entre les deux? Et ça a toujours été le cas, Laurence Ferrari. Donc elle est en moi-même, crise. Quand j'étais président de ma formation politique, les Républicains avant l'UMP, j'avais un vice-président qui s'appelait Laurent Wauquiez et une secrétaire générale qui s'appelait Nathalie Kosciusko-Morizet. La politique, c'est quoi? C'est l'art de la synthèse. Si c'est simple, alors il faut faire autre chose que la politique. La politique, c'est quoi? Transformer des contradictions en énergie. Ça a toujours été le cas. Mais ce qui est nouveau, c'est cette présupposée pensée unique qui veut éteindre le débat avant même qu'on l'ouvre. Qui veut que personne ne puisse prendre la parole pour que tout le monde se ressemble. Ça sort un filet d'eau tiède qui n'intéresse plus personne, et ceux qui arrivent en disant, avec de l'eau bruyante, ceux-là sont écoutés, non pas parce qu'ils disent c'est intéressant ou juste, mais parce que les autres c'est trop tiède. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais trop clivant, trop ceci, trop cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire clivant? Quand on a des convictions, on les met sur la table. Je respecte les vôtres, je respecte celles des autres. Mais les convictions, vous n'allez pas m'empêcher de les défendre. Moi, j'ai jamais voulu baisser la tête devant la pensée unique, qui a toujours essayé ça. Espèce de pensée médiane, voilà comment on doit bien penser. Regardez, on m'a fait un procès, j'étais un imbécile inculte parce que j'ai osé dire que je m'étais ennuyé en lisant Madame de Lafayette. Bon, quelle histoire. Et sont montés au créneau tous les grands intelligents, tous les grands cultivés, dont les 3/4 n'avaient pas lu Madame de Lafayette. C'est ça qui est insupportable. Et c'est ça qui rend les gens furieux. Votre famille de la droite, vous n'êtes plus dans la vie partisane, mais vous êtes très attentif à ce qui s'y passe, a décidé de tenir un congrès en décembre afin de décider qui elle va désigner, un candidat ou une candidate. Vous soutiendrez celui ou celle qui sera désigné par les militants? Non, d'abord, je prendrai
mon devoir sera de prendre position. Bon. Donc je prendrai position le moment venu. Pas forcément pour cette famille. Mais d'ici là, je ne veux pas... Parce que, comment vous expliquer les choses? Moi, toute ma vie, quand je suis monté dans une voiture, j'ai voulu la conduire. J'ai pas voulu être assis dans la voiture. Ça pourrait se reproduire. Non. Donc j'aime pas les gens qui sont un pied dedans, un pied à l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Le moment venu, compte tenu de l'importance des enjeux, je dirai ce que je ferai. Mais je ne veux pas commenter ce qu'est la vie politique. Christian Jacob fait le mieux qu'il peut. C'est d'ailleurs quelqu'un que j'apprécie, comme vous le savez. Vous savez, j'ai jamais quitté ma famille politique, y compris lorsqu'elle me sifflait et que j'étais minoritaire. Je verrai ce que j'aurai à faire, ce que j'aurai à dire. C'est beaucoup trop tôt maintenant, mais je ne veux pas les critiquer, ni les uns ni les autres, ça m'intéresse pas. Mais le moment venu, c'est-à-dire que ça serait le moment où votre famille politique serait en péril, serait peut-être balayée de l'échiquier politique, et là il faudrait prendre vos responsabilités? Non, il y a un calendrier, on ne sait pas qui sont exactement les candidats aujourd'hui. Le moment venu, quand les candidats seront tous déclarés, quand chacun aura pu aller au bout de sa présentation et essayer de créer un mouvement. Moi, je ne vais pas me moquer d'eux. J'ai aussi essayé de créer un mouvement. Ce n'était pas écrit, hein. Je m'appelle Sarkozy. Hein. Les gens qui croyaient en moi, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, il ne faut jamais dire que les choses sont faites, qu'elles sont bloquées, que chacun développe ses idées. Ils le font tous avec le talent qui est le leur. Ce n'est pas mon rôle d'aller distribuer des bons, des mauvais points. Je détestais quand on le faisait à mon endroit, chez Laurence Ferrari. Je ne vais pas le faire maintenant pour les autres. Encore un mot là-dessus avant de passer évidemment à nouveau à la culture. Éric Zemmour dit que la droite de Gaulle, c'est lui, au fond, et que les Républicains ont trahi cet idéal gaulliste. Qu'est-ce que vous répondez? Ben, il a bien des problèmes, on ne peut pas l'accuser d'être modeste. D'accord. Quand il parle de Vichy, quand il dit que le régime de Vichy a sauvé des Juifs français, ça vous fait bondir? C'est une ligne rouge qui est franchie? Bon, d'abord, je ne vais pas, après avoir dit ce que je vous ai dit, moi-même refermer le débat. Ça ne serait pas juste, ça ne serait pas honnête, ça ne serait pas franc. Moi, il y a des choses qui me font bondir. Pas tout à fait celle-là, encore que. Ça vous quand on touche aux parents de l'école de Toulouse, aux Aratora, ça, j'accepte pas. Qui ont inhumé leurs enfants en Israël. Parce que j'étais président de la République, je les ai vus, jamais je les oublierai. Jamais j'oublierai le visage de cette femme. Elle a perdu son enfant, son frère. Jamais j'oublierai le visage hébété du père, du prof et du grand-père. Hein, c'est la même personne. Pour moi, on ne peut pas les toucher. Parce qu'ils sont intouchables. Voilà. Comprenez-moi, ce n'est pas au nom d'un débat d'idées, c'est au nom d'une souffrance que j'ai vue de près. Et s'ils veulent aller se faire enterrer en Israël, qu'on les laisse tranquilles. C'est respectable. Et que cette femme, que j'ai revue plusieurs fois depuis, soit encore debout, je l'admire. Et personne n'a de leçon à lui donner. Personne. Après, on pense qu'on veut sur Vichy. Mon premier livre, c'est biographie de Mandel. Alors vous savez, je pense depuis bien longtemps qu'il y a une bonne France et qu'il y a une mauvaise France. Et que cette mauvaise France, excusez-moi, s'est rendue coupable. Oui. Hein, la France de la collaboration, elle a existé. Et elle a livré des Juifs. Bon, la France de la terreur, elle a existé. Ça fait partie de notre histoire. Hein. Quand tout le monde venait, là, Victor Hugo, dans 1793, en parle très bien. Il décrit une scène extraordinaire entre Danton, Robespierre et Marat. Et Victor Hugo, qui est le génie absolu, peut-être le génie français, dit en terminant, parce que les trois fous discutaient pour savoir s'il fallait d'abord faire la guerre à l'intérieur ou à l'extérieur. L'intérieur comprenait la Vendée, l'extérieur comprenait le reste de l'Europe. Et Victor Hugo dit, à ce moment précis, Marat ignorait donc qu'il lui restait 6 mois à vivre, Danton 9, Robespierre 12. Hein? Donc, j'aime mon pays. Je me suis français par tous les pores de ma peau. Mais, il y a une France. Bon, moi, je ne suis pas un fasciné de la France de la Commune. Hein. Je vous le dis. Parce que les gens qui ont foutu le feu au Louvre, hein, alors que Paris était entouré des Prussiens, c'est pas mon truc. Mais je ne veux pas fermer le débat. Sauf quand on touche
tellement profondément à la douleur humaine. Voilà. Et cet assassin qui a attrapé la petite par la queue de cheval, j'ai fait un serment que je ne prononcerai jamais son nom, parce qu'il me dégoûte. Qui a pris la petite comme ça, qu'on puisse parler de la souffrance de ces gens, c'est qu'on ne connaît rien à l'humanité et à ce qui s'est passé ce jour-là à Toulouse. Et on est disqualifié quand on tient ces propos. Après, je vous dis, vous me posez une question, je vous réponds. Et je réponds avec mon cœur. Mais ce n'est pas pour fermer un débat. C'est simplement que la limite du débat, me semble-t-il, c'est le respect des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai dit des choses sans doute qui ont pu blesser. Hein. Et d'ailleurs, je m'en voulais toujours après. Mais je ne fais jamais le présupposé du procès des idées. Non. Il n'y a pas de raison que les miennes aient plus... Bon, vous parlez de M. Zemmour. Moi, j'ai bien des différences avec lui, mais j'aime pas qu'on ne veuille pas qu'il parle. Voilà. Je me sens voltairien, en quelque sorte. Je n'ai pas vos idées, mais je suis prêt à me battre pour que vous puissiez les défendre. Voilà ce que je pense. Et j'aime pas quand tel ou tel refuse d'être invité sur telle radio au prétexte que la ligne éditoriale ne lui plairait pas. Quelle ligne éditoriale, monsieur? Vous voulez donc certainement que celui qui n'a pas vos idées n'ait pas le droit à la parole? C'est ça votre conception? C'est pas la mienne. Parce que la démocratie, Laurence Ferrari, c'est au moins autant le débat que les élections. Parce que les élections sans débat, on les connaît dans un certain nombre de pays. Quand il y a des élections, il n'y a pas toujours forcément la démocratie. Mais quand il y a le débat, il y a toujours la démocratie. Est-ce que vous êtes un fou de la France qui se repent, la France qui demande pardon? Non, je ne suis pas. Qui demande pardon aux harkis récemment, qui demande pardon aux juifs au moment du Veldiv? Non, c'est une question très difficile parce que c'est comme les génocides. Où s'arrête le génocide et où il commence? Est-ce que tout meurtre de masse est un génocide? Pas facile. Hein? C'est pas simple. Bon, moi je pense que le président a eu raison de s'excuser au nom de la France sur les harkis. Parce que quand même, on les a laissés tomber. Moi, je suis gaulliste. J'ai toujours été dans la formation politique gaulliste. Franchement, je n'ai pas de leçon à recevoir. Mais, la façon dont on a traité les harkis, c'est une tache sur le drapeau français. La façon dont on n'a pas accueilli les pieds noirs, c'est une tache. C'est vrai. Moi, je pense qu'il a eu raison. J'avais approuvé en son temps Jacques Chirac. Sur le discours du Veldiv. Sur le discours du Veldiv. Parce que quand même, les nations, la rafle du Veldiv, mais qui amène les malheureux juifs? Qui amène les malheureux juifs? C'est l'État français. C'est l'État français. On ne peut pas le contester. Donc oui. Alors après, la repentance systématique, mis à toutes les sauces, n'importe comment, non. Mais il y a des moments très douloureux de notre histoire, et je pense que c'est 2 moments très douloureux de notre histoire. Sur la question de la guerre d'Algérie, le président va encore tenir 2 grands discours mémoriels. Il faut aller plus loin. Il faut demander aussi peut-être à l'Algérie, elle aussi, d'émettre quelques regrets. Non, c'était... j'avais été en Algérie, et M. Bouteflika, paix à son âme, puisqu'il est mort, m'avait dit « Je voudrais que tu ailles devant le monument de la Révolution », ce qu'on appelle le monument de la Révolution à Alger. Je lui ai dit, écoute, moi je suis d'accord pour y aller, parce qu'il y a de la souffrance du côté algérien. On ne peut pas le contester. Mais à une condition. Elle me dit lequel? Je veux aller avec un ministre algérien dans le cimetière juif d'Alger et dans le cimetière chrétien. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je vous l'avais d'ailleurs dit, je ne comprends pas. On donne des milliers de visas aux Algériens pour venir en France. Très bien. On est en train de le dire. Mais nous, quand c'est un pied noir, enfin, comme on les appelait, qui veut retourner, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de réciprocité. Je ne peux pas l'accepter. On va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline avec vous, Nicolas Sarkozy. Y a-t-il une culture française? Y a-t-il des cultures françaises? On en débat à la lueur de ce livre Promenade aux éditions Herchier. À tout de suite. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité exceptionnel Nicolas Sarkozy pour ce livre Promenade. La culture française évidemment au cœur. Mais au fond, Nicolas Sarkozy, quand on a faim, quand on n'a pas de quoi boucler les fins de mois, quand on hésite entre un livre et donner à manger à ses enfants, est-ce que la culture n'est pas dérisoire au fond? Absolument pas. Et c'est la spécificité de la culture française, du modèle français, de notre civilisation. J'avais eu comme ça un débat avec
quelqu'un que j'aime bien, qui est M. Barroso, qui était président de la commission à Bruxelles. Et je lui disais, la France, j'étais président, demande la TVA à taux réduit sur les produits culturels. Il me dit, mais tu comprends, c'est démagogique. J'ai dit, tu comprends rien. Tu viens du pays de Pessoa. Et tu viens m'expliquer qu'il faut échanger la tranche de jambon contre le poème. Eh bien, toute la pensée et la civilisation, on pourrait dire même européenne, c'est qu'un homme, une femme, pour vivre, a besoin de boire, de manger et de se cultiver. Et vous n'avez pas à faire la différence entre eux. C'est comme si vous me disiez, ah ben non, le jambon est à taux réduit, mais le poulet, c'est à taux normal. Non. C'est justement ce qui fait la richesse de notre civilisation, c'est de mettre la culture comme un produit de première nécessité. Un être humain a besoin de la musique, a besoin de lire, a besoin de se cultiver, a besoin de se côtoyer, de se confronter au chef-d'œuvre et au beau. Le beau, ça existe, et ça tire vers le haut. C'est notre pensée. Et c'est la raison pour laquelle je suis clairement pour la TVA à taux réduit sur tous les produits culturels. Ce sont des biens de première nécessité. Qui sont des biens de première nécessité. C'est la spécificité de notre pensée. C'est la spécificité de notre civilisation. Mais à l'heure où, encore une fois... Un homme, une femme ne se nourrit pas que de biens matériels, il se nourrit aussi de l'immatériel. C'est un effort aussi, la culture. Et vous en parlez dans ce livre. C'est une ascèse parfois. Il faut faire l'effort de prendre un livre, l'effort d'aller dans un musée. Oui. Est-ce que les enfants aujourd'hui, les jeunes qui ont accès à tout sur les réseaux sociaux, au pire évidemment comme au meilleur, ont le temps, l'envie et comment les entraîner dans ce chemin de culture? Alors peut-être c'est ma formation, peut-être aussi c'est mon identité. Moi je crois que le bonheur est dans l'épreuve surmontée, jamais dans l'épreuve évitée. Et je pense que le bonheur, la récompense, elle est après l'effort. Ce qui donne du prix à la récompense, c'est l'effort. Je l'ai vu moi-même. Pendant des années, je ne lisais qu'en vacances ou à mes moments libres. Je me suis rendu compte qu'au fond, je lisais trop peu. Depuis 20 ou 25 ans, j'ai décidé de lire chaque jour 50 pages. C'est un effort. Mais quel plaisir, quelle récompense. Les tableaux, la peinture, on fait son œil. La musique, on fait son oreille. Et c'est justement ce qui fait la différence entre l'écrit, le papier et l'écran. C'est que pour l'écran, il n'y a pas besoin d'effort. On est passif, on est devant, on regarde et on est bombardé d'informations. Pour le reste, il faut un effort. Mais l'effort, c'est ce qui permet à l'homme de trouver un équilibre. L'homme est fait pour deux choses, aimer et travailler. Travailler et aimer. Freud disait, si tu n'as pas de problème pour aimer, et si tu n'as pas de problème pour travailler, tu n'as pas besoin de psychanalyse. Au fond, je n'ai pas besoin de psychanalyse. Mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas que les élites qui ont accès à un tableau de Da Vinci ou un tableau de tous ceux que vous citez dans ce livre? Comment emmener de force ces enfants voir les tableaux des grands maîtres? Mais c'est horrible. L'autre jour, je signais le livre « Promenade à Lille ». Il y avait une dame, très simple, qui est venue. Un journaliste, je lui ai dit, mais alors, ça vous intéresse? Elle dit, moi je ne vais pas dans les musées. J'aime bien Sarko, pardon de dire ça comme ça. Est-ce qu'il a trouvé beau? Peut-être que je vais le trouver beau aussi. Si je peux être un passeur. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on fait lire à l'école ce qu'on appelle les classiques, qui sont tout sauf des classiques, qui sont des génies, trop tôt. À 16 ans, c'est trop tôt pour lire Eugénie Grandet. Bon, mais Madame Bovary, je pense qu'on la goûte différemment, selon qu'on est une femme ou un homme accompli, qu'un adolescent. C'est ce que je pense. Bon. Et puis que dans les musées, tant de fois on m'a emmené, j'avais la tête assommée par des explications où la personne gentiment voulait tout m'expliquer le détail. Mais il n'y a rien à expliquer. C'est beau, ça vous touche, respire et vois. Après, quand je rentrais chez moi, je me dis, j'ai été bouleversé. Qu'on m'explique, par exemple, je parlais de la Pietà, que Michel-Ange avait 23 ans. Ça me plaît après. Mais sur le moment, l'art, le beau, c'est l'émotion. Voilà. Et je pense qu'il faut mettre de la légèreté dedans.
Alors, c'est d'ailleurs le problème que j'ai rencontré lorsque j'étais président de la République ou ministre. C'est que pour une partie de nos élites, la culture, comme vous l'avez dit, c'est du divertissement. Donc c'est secondaire. Il y a une crise. Tu ne vas pas mettre de l'argent là-dedans. Quand j'ai voulu la Philharmonie, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Y compris mon Premier ministre, que j'aime bien d'ailleurs. Mais on n'a pas l'argent, Nicolas. On est en pleine crise. Il avait raison. Mais en même temps, aujourd'hui, la Philharmonie, c'est la première salle musicale d'Europe. Eh bien, Paris, pour moi, ça doit être la capitale de la musique. Quand on a... c'était une idée de Jacques Chirac. Mais je n'ai pas voulu couper dans les crédits pour le Beaubourg, à Metz, ou pour le Louvre, à Lens. Parce que c'est la réponse à la crise. Quand Bilbao a été en faillite, ils s'en sont sortis par le Guggenheim. Et ce magnifique projet du Louvre à Abu Dhabi, dont j'ai posé la première pierre, 1 million de visiteurs, c'est la réponse. On ne fait pas d'économie sur ce qui est essentiel. Voilà ce que je pense. Et dans les confinements si terribles, pour moi... C'était une erreur de fermer les librairies, les musées? Une erreur. Bon, moi je ne peux pas avoir une pancarte devant des livres et des CD ou des disques où il est écrit « interdit de vente ». Je ne peux pas. C'est trop pour moi. Voilà, je ne peux pas. Parce que c'est tellement consubstantiel à ce que nous sommes. Nous avons besoin de l'art comme nous avons besoin de l'air qu'on respire. C'est ce qui fait la spécificité de la femme et de l'homme, de l'espèce humaine. Et le rôle de l'État est évidemment prépondérant dans la commande de l'État pour certaines grandes œuvres, grandes réalisations architecturales. Vous voyez, j'étais l'autre jour invité par le président Macron pour voir le nouveau plafond de Buren. C'est une bonne idée. J'aime l'idée de la commande publique là-dessus. Monsieur Mitterrand, je ne suis pas un admirateur de Monsieur Mitterrand, mais avait fait dans les appartements privés de l'Élysée, on habitait, c'est quelque chose, avait demandé à Gérard Garouste, un de nos plus grands peintres, de faire le plafond. Et pour moi, ce n'est pas de l'argent jeté en l'air. C'est au contraire l'État qui a une mission culturelle majeure. Et je rêve, par exemple, d'un grand projet aujourd'hui pour que le plus beau, le plus grand musée du monde se modernise dans sa muséographie, le Louvre. Je rêve que le président s'empare de ce sujet pour en faire le musée le plus rayonnant du monde. Il l'est par ses collections, il l'est par son histoire, il l'est par son emplacement. Il a besoin d'un petit coup de jeune. Vous n'avez pas réussi à faire le musée de l'histoire de France. Mais ça, c'est facile. Moi, d'abord, Laurence Ferrari, le nombre de choses que je n'ai pas réussi à faire. Bon, on fera une émission spéciale pour ça. Mais ce qui est très intéressant, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de musée d'histoire de France. Je dis, on va faire un musée d'histoire de France. Et là, je vois le mur des sectaires, des intolérants, des prétendus savants, qui dit non, 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 pas d'identité, pas de musée d'histoire de France. Ils sont fous. Quand j'ai voulu mettre Camus au Panthéon, Camus, j'étais accusé de vouloir manipuler Camus. Mais ils sont fous. La place de Camus est au Panthéon. Il se trouve que sa fille et son fils voulaient qu'il reste à Lourmarin. On peut en discuter, mais pourquoi? Comme si ils étaient propriétaires de cela. Moi, j'aime Marguerite Duras. Un barrage contre le Pacifique, c'est un des plus beaux livres que j'ai lus de ma vie. Elle était de gauche. Et alors? J'aime Proust. T'es homosexuel. Et alors? J'aime Céline. Il a eu des écrits antisémites. Mais c'est pas pour ça que je suis antisémite. L'ouverture d'esprit est consubstantielle à l'attachement à la culture française. Vous dites quelque chose de très vrai. Vous dites que la culture permet de surmonter les épreuves, qu'aucun grand chagrin, au fond, ne résiste à un livre, qu'elle est un refuge, quelque chose qui nous protège. Vous allez encore affronter des épreuves, notamment judiciaires. Jeudi, il y a le jugement dans l'affaire Big Malion. Comment est-ce que vous traversez ces épreuves-là, notamment judiciaires? Non, mais d'abord, les grands chagrins, j'ai écrit cette expression parce que je voulais être pudique, mais moi j'ai été président de la République et j'ai eu une vie avec des hauts, des bas extraordinaires, mais tout le monde a des grands chagrins. Tout le monde a des grandes peines. Tout le monde a des grandes peurs. Tout
tout le monde, sans exception. Alors ma vie, elle est parfois plus exposée que les autres. Mais ça n'en fait pas une vie différente. Je rentre chez moi le soir. J'ai une famille. J'ai peur pour eux. Je les aime. Et oui, j'ai des épreuves, celle-ci, mais il peut y en avoir d'autres. Vous la redoutez, cette épreuve-là? Non, mais redoutez. D'abord, la peur évite pas le danger. Et vous savez, quand on a eu tellement de chance comme moi, il faut bien les payer d'une façon ou d'une autre, cette chance. Il n'y a pas un parcours, alors pour les uns, c'est la maladie. Moi, j'ai 18 ans dans ma tête. Je me sens en pleine forme. Il faut bien que j'ai des ennuis, parce que bon. Mais il ne faut pas baisser la tête devant ça. Et simplement, je voulais dire à ceux qui me feront l'amitié de me lire que, avec un livre, on n'est jamais seul. Avec un livre, on n'est jamais triste. Avec un livre, on n'est jamais inconsolable. Parce que des génies ont écrit mieux que ce qu'on peut penser soi-même, la façon dont on écrirait. La musique m'accompagne. Très souvent, je ne peux pas monter dans ma voiture sans mettre de la musique. Et pour moi, c'est très important. Le soir, on ne peut pas passer pratiquement un soir sans voir un film ou un épisode d'une série. Et c'est là où j'ai compris que c'était important. C'est que ça aide à vivre. Et qu'au fond, il y a tellement de choses qui compliquent la vie et tellement peu qui aident la vie. La culture, l'art, le beau, ça aide à vivre. Donc mercredi soir, vous prendrez quel livre? Guerre et paix, un livre de Victor Hugo, Céline, qu'est-ce que vous prendrez? Non, vous savez, souvent on me dit, mais qu'est-ce que vous emmèneriez sur une île déserte comme livre préféré? Moi, j'emmène la bibliothèque. Parce que j'aime tellement ça, la lecture, que c'est pas réductible à un livre. En fonction du moment, du lieu, il y a tellement de choses. Si je devais quand même dire quelque chose, pour moi, l'écrivain, c'est le romancier. Et il n'y a rien de mieux que le roman. Et si je devais encore aller un peu plus loin, il y a Balzac. Et passer après Balzac, c'est dur. Vous avez le sentiment qu'on vous fait payer ce que vous avez fait, ce que vous avez raté aussi? J'ai le sentiment parfois que si la France n'avait que ce problème d'insécurité comme moi, les gens pourraient sortir plus tranquillement dans la rue. Est-ce qu'il y a des cultures françaises? Ou il y a une culture française? Non, alors là, c'est un point pour moi qui est capital. Il y a une culture française qui a vocation à parler à l'universel. Vous allez de votre identité nationale vers l'universel. Vous n'allez pas de l'universel vers l'identité nationale. Eugénie Grandet, Saumur, elle est française, mais elle parlait au monde entier au XIXe siècle. Véronique, je crois que c'est dans un curé de campagne, Limoges, elle est universelle. Un barrage contre le Pacifique, cette mère et qui se bat pour élever ses 2 enfants contre les crabes qui bouffent la digue de terre qu'elle met entre le Pacifique et sa plantation de riz, elle est universelle. Mais elle vient de France. Elle est française. Il y a une façon française de peindre. Il y a une façon française d'écrire. Il y a une culture française qui peut rayonner dans le monde. Mais nos racines, on vient de quelque part. Et c'est parce qu'on est français. Balzac est totalement français, mais il était une star mondiale. Et cette communauté d'esprit-là, vous la partagez avec le président Macron? Quand vous en parlez avec lui, de la culture? Mais bon, ouais, enfin, on peut avoir des débats aussi. Il a le droit de ne pas penser comme moi. C'est pas Moi, je crois que j'ai jamais été sectaire, au fond. Je déteste les sectaires. Et c'est sans doute pourquoi j'ai pas été de gauche. Parce que certains à gauche, pas tous, mais certains sont tellement persuadés d'avoir la vérité qu'ils deviennent sectaires. Il y a une pensée qui est vraie. Franchement, je crois profondément dans ce que je dis. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée de l'imposer à quelqu'un. Je veux me battre pour convaincre, mais l'imposer, non. Et alors, j'ai observé que souvent à gauche, il y avait cette certitude d'être du bon côté de l'histoire, du bon côté de l'échiquier, et que tous ceux qui n'étaient pas comme eux, ils étaient infréquentables. Quand j'avais rencontré Carla, il y a un hiérarque socialiste qui a dit « Moi, je ne pourrais pas tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas de gauche. » Le pauvre, à part être amoureux de lui, il n'a jamais dû être amoureux, ce monsieur.
Il y a aussi une cause qui vous tient à cœur, j'aimerais terminer là-dessus, la campagne de mobilisation contre le cancer de l'enfant. Vous êtes très impliqué aux côtés de l'Institut Gustave Roussy. Bon, ça c'est très douloureux. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai rencontré un petit garçon qui s'appelle Noé. Je l'ai vu pendant 5 ans vivre avec tous ses cheveux, puis je l'ai vu mourir. Je l'ai vu chauve et j'ai compris que le cancer des enfants n'avait rien à voir avec le cancer des adultes. Et que c'était pas possible de les laisser tomber, quoi. Et donc que si je pouvais mettre mes amis, mon réseau, ma notoriété au service de cette cause, je voulais le faire. Et d'ailleurs, on est plusieurs parce que j'ai pu compter sur Madame Hidalgo. Chaque année, elle me prête l'hôtel de ville. On n'a pas exactement les mêmes, je ne veux pas lui faire d'ennui, mais les mêmes convictions. J'ai pu compter sur Madame Macron d'ailleurs, et tant d'autres, parce que il y a 2500 enfants qui ont chaque année un cancer, ils n'ont rien fait, ça leur tombe dessus, il y en a 250 qui meurent, vous rentrez dans le bureau d'un médecin avec votre enfant en pleine forme, vous sortez, on vous dit, il en a pour 2 ans à vivre, c'est pas acceptable. Et forcément, comme c'est moins nombreux, les laboratoires font moins, les pauvres, je dis, je ne fais pas, il n'y a pas un marché, donc il fallait les aider, et c'est le mois pour les aider, donc si vous vous aidez à la recherche contre le cancer pédiatrique, vous nous aidez beaucoup. Et on a une ambition. On veut faire un bâtiment à Villejuif dédié aux enfants qui ont le cancer et aussi à leurs parents. Parce que quand vous avez un gosse qui rentre pour un parcours interminable dans l'hôpital, mais vous ne le laissez pas seul. Il faut bien que la mère et le père, j'ai vu des gens admirables qui arrêtaient de bosser pour essayer avec leur gosse. J'ai vu un enfant, 3 ans, déjà 19 opérations. Bon, comment vous dire? C'est pas acceptable. C'est une ligne rouge. Merci beaucoup Nicolas Sarkozy d'être venu ce soir dans cette émission Punchline sur CNews Europe 1. Promenade, c'est votre livre aux éditions Hercher, votre parcours au sein de l'art français. Merci beaucoup d'être venu pour cette édition spéciale. Merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Et je vous retrouve dans un instant pour Punchline sur Europe 1. À tout de suite. Punchline. Laurence Ferrari sur Europe 1. Interruption